On commence, Inch'Allah. Ala barakatillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette émission intitulée Gaza 2 points, des vérités dévoilées. Si vous me le permettez, dans un premier temps, j'aimerais introduire en présentant El Fikra. Bien sûr. Donc El Fikra, en français, la pensée, en référence à la pensée islamique, est une chaîne qui fait partie d'une plateforme de pensée indépendante qui a pour objectif un retour à un islam global et authentique. Pour aborder le sujet de Gaza, notre sujet du jour, j'ai le plaisir de recevoir 2 contributeurs de la chaîne. À ma droite, Zakaria. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et à ma gauche, Mohamed Yassine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Je demande à Allah exalté soit-il de faire de ce podcast et de l'ensemble des activités dans ce cadre une contribution humble pour le renouveau civilisationnel de l'islam. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fik. Ainsi donc, Gaza, sujet lourd, sujet difficile de par le contexte, de par l'actualité. Je rappelle qu'au moment où nous tournons cette émission, nous parlons de 25 à 50 000 victimes. Donc nous sommes en présence d'un véritable génocide, d'un véritable massacre. Et j'aimerais, comme première question pour lancer notre débat du jour, vous demander comment la nation islamique, nation d'1,5 milliard d'individus, est-elle arrivée à ce point, à cette situation où elle ne peut jouer le rôle que de spectateur, certes en souffrant, en ayant de l'empathie pour nos martyrs, mais fort est de constater que nous sommes incapables d'agir. Donc, à tout esprit sain, vient la question de comment en sommes-nous arrivés là. Qui voudrait essayer de répondre à cette question pour commencer? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une question d'une importance primordiale. À vrai dire, nous sommes touchés jusqu'aux profondeurs de nos entrailles de ce qui se passe. Tout humain est touché, surtout le musulman, car le prophète alayhi afdalus salatu wassalam utilise de cet exemple, de cette comparaison. Il dit Mathalul mu'minina ka mathalil jasad iza alima ba'dahu tada'a sa'iruh. L'exemple des croyants, c'est l'exemple d'un corps. Ils sont tels un corps. Si une partie de ce corps est touchée, l'ensemble des parties de ce corps ressentent la douleur également. Et donc, cette douleur-là, nous la ressentons, que ce soit dans les massacres actuels ou que ce soit les massacres précédents, en Palestine et ailleurs d'ailleurs. Mais où en sommes arrivés? Comment est-on arrivé là? Eh bien, à vrai dire, il faut une des choses pour commencer, une des choses qu'a révélé, qu'a dévoilé la résistance de Gaza, Oui. ce qui a fait en fait que l'arbre est tombé, qui a révélé la forêt, dévoilé la forêt, c'est la question du rôle réel de l'entité sioniste, d'Israël entre guillemets. Et ce rôle-là, vous savez, quel est-il? On a compris, de manière un peu plus évidente, que le rôle de cette entité sioniste, c'est d'être une base avancée, un tremplin pour les intérêts des nations, des puissances occidentales. Et on a tous suivi un peu les déclarations des différents acteurs politiques à partir de ces incidents-là. Le 10 novembre, si je ne m'abuse, Robert Kennedy Jr., donc neveu du président Kennedy et qui se présente pour les élections présidentielles aux USA, a fait une analyse en disant Israël pour nous est un rempart. And it's almost like having an aircraft carrier in the Middle East. Et c'est comme si on avait un porte-avions dans le Moyen-Orient. Et que Israël est notre œil, il continue par dire cela, et que si on venait à perdre le contrôle de ce Moyen-Orient-là, eh bien, les intérêts des USA ce serait dommageable pour les intérêts des USA. Et donc on comprend, de par ceci, par exemple, Haaretz, pour vous citer que cela, post-50, les années 50, titrait
donc Haaretz, journal libéral, Oui. En Israël, et titrait le fait que l'aide venant des nations occidentales pour l'entité sioniste, consacrait le rôle d'Israël comme étant the watchdog of Western countries. Donc, le chien de garde des pays, des puissances occidentales. Est-ce que tu veux dire par là qu'à cette question, les origines du massacre, les origines du génocide, il faut répondre l'Occident ? Exactement. Tu l'as bien résumé, tu as bien résumé la question. Donc, si on comprend le rôle que joue l'entité sioniste, on comprend en fait ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment est-on arrivé au fait que l'entité sioniste soit devenue justement la base avancée, le rempart des nations occidentales? Oui, non. Eh bien, pour comprendre cela, en bref, pour balayer un peu la trajectoire historique en quelques mots, c'est-à-dire que lorsque les musulmans, après leur apogée dans tous les domaines de la vie, ils ont connu leur décadence, comme toute nation, comme toute civilisation. Et lorsqu'on est arrivé, comme décrivait le tsar Nicolas Ier, tsar de Russie, l'homme malade de l'Europe, le qualificatif qu'il a utilisé pour le califat représenté. C'est donc lui l'auteur de cette l'auteur, fameuse... oui, pour le califat ottoman de l'homme malade de l'Europe. Et à ce moment-là, le califat et donc la Oumma, les territoires de la Oumma islamique sont devenus sujets aux convoitises de l'Occident, en premier lieu de la Grande-Bretagne et de la France par la suite. Et dès 1917, par trahison de certains, en 1917, le général Allenby rentre victorieux en disant « Aujourd'hui, les croisades sont terminées », pour qu'il renvoie un peu à l'état d'esprit qu'ils avaient, et il rentre à Quds, à Jérusalem. Et en 1917, donc, la Palestine est arrachée au cœur de la Oumma islamique. Donc encore une fois, pour répondre à cette question, il faut faire le lien entre l'autorité islamique des Ottomans et les nouveaux colons britanniques. Bien sûr, parce que les choses ont commencé là-bas. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale, Brendan Clifford avançait le fait que beaucoup d'historiens mentionnent que une des raisons principales pour laquelle la Première Guerre mondiale a eu lieu, c'est le démantèlement du califat, qui était l'autorité qui avait main mise sur l'ensemble des territoires islamiques. Et donc voilà, c'est là qu'il faut commencer. En 1917, je disais 1917, il y a deux autres événements qui ont lieu. Donc la Palestine est arrachée au territoire, au corps de la Oumma. Et en 1917, Arthur Balfour, la fameuse Balfour Declaration a lieu. C'est quoi la Balfour Declaration ? C'est la Grande-Bretagne qui promet la fondation d'un foyer juif en Palestine. 1917, il y a autre chose qui se passe. C'est l'accord de Sir Mark Sykes et Georges-François Picot. Le fameux accord de Sykes-Picot qui va être une des prémices pour établir les frontières des territoires, des États-nations actuels. Et donc dès que la Grande-Bretagne a pris possession de la Palestine et de Jérusalem, elle avait déjà l'ambition, comme dit Ronald Storrs, qui était un des gouverneurs militaires de la Palestine après qu'ils ont saisi ces territoires, nous allons fonder ici Loyal Jewish Ulster, donc une colonie juive loyale à la couronne britannique. Et donc, dès l'ambition britannique, c'était après avoir démantelé les territoires islamiques, et après avoir aboli le califat qui aura lieu le 3 mars 1924, c'est de fonder là-bas une entité qui allait servir de base avancée, de chien de garde, qui allait pérenniser la division entre les musulmans et qui allait être la porte d'entrée de l'intervention, donc en premier lieu britannique et aujourd'hui anglaise, américaine, lors de la Pax Americana. Okay. Donc voici un peu le rôle qui a été dévoilé encore une fois aujourd'hui de cette entité sioniste. Et donc sans comprendre cela, on ne peut pas comprendre les incidents d'aujourd'hui. Non. Barakallahu fik, on y voit beaucoup plus clair effectivement. Donc une fois qu'on a compris quelle était l'origine de la situation actuelle, moi sur la base de ce que tu as apporté comme réponse, il me vient un mot: hypocrisie. Donc, on a affaire donc à un Occident qui aujourd'hui se porte en tant que juge, en tant qu'arbitre dans le conflit, qui distribue les bons et les mauvais points. Mais là, tu nous évoques donc
sa responsabilité dans la situation actuelle, puisque c'est lui qui l'a mis en place. C'est elle qui est à l'origine de ce contexte. Donc, tout le chemin qui va vers la résolution 181 des Nations Unies en 1947, le plan de partage qui a été effectué en 1948 de facto, c'est-à-dire de séparer, de donner 55% d'une population importée d'Europe dans ces territoires-là en chassant les Palestiniens avec la Nakba. Donc 55% à ce nouvel État qui s'est proclamé Israël et 45%, donc 44% aux Palestiniens et 1% le statut international de Quds de Jérusalem. Et donc la fondation en 1948 de cette entité colonisatrice, usurpatrice, elle a été pavée dès la Première Guerre mondiale et même avant, si la discussion le permet, on pourra en discuter d'autres éléments relatifs à cela. Merci à toi. Donc, on constate donc que l'Occident a posé tout un contexte qui a produit ce que nous voyons aujourd'hui. Et comment juger maintenant, comment analyser, comment prendre en compte en fait des institutions comme la Cour internationale de justice. Comment on doit les considérer sur la base de ce que tu viens d'évoquer? Moi, je pense qu'il y a la notion d'hypocrisie que tu as citée qui est vraiment essentielle. L'hypocrisie, ici, on peut clairement parler d'une hypocrisie occidentale. Pourquoi ? Parce que l'hypocrisie occidentale, elle est dans le fait que quand ce sont les nations, quand ce sont les États occidentaux qui, eux, sont confrontés à ce genre de massacre, ou même à ce qu'un État viennent juste rentrer dans les eaux territoriales d'un autre État, là, on vient parler de problématiques et on vient parler d'État qui veut mettre son emprise vis-à-vis d'un autre État. Mais ici, on voit qu'il y a cette hypocrisie occidentale. Il y a le fait que l'Occident, quand il parle de droits de l'homme, quand il parle de droits de l'enfant, quand il parle de droits de la femme, il ne s'applique que pour les intérêts de l'Occident. Quand c'est l'homme musulman, quand c'est la femme musulmane, quand c'est l'enfant musulman qui lui est attaqué, qui lui son honneur est souillé, qui lui son sang coule, eh bien là il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus de droits de l'enfant, il n'y a plus de droits de la femme. Mais là c'est... On va juste demander un peu de retenue. On va demander un peu de retenue, comme l'a fait la Cour internationale pénale de justice, qui elle a mis en place le fait que ils ont mis en place un verdict temporaire disant que de par la mise en place ou de par la demande de l'Afrique du Sud, de par le fait qu'ils voulaient qu'une analyse soit faite pour considérer ça comme un massacre et un génocide, eh bien, il y a eu un verdict temporaire qui a été mis en place, qui a été de considérer, ou plutôt un message à faire passer à l'entité sioniste pour lui dire de calmer le jeu, de retenir les pertes civiles et de pouvoir faire rentrer l'aide humanitaire à Gaza. Et bien directement, on voit que là, c'est une sorte d'hypocrisie. Parce que quand on parle de valeurs qui ont soi-disant été mises en place par l'Occident, eh bien là, on voit que l'Occident lui-même n'a pas peur d'aller au devant de la scène et n'a pas peur de s'investir lui-même, comme le cas qu'il y a avec la Russie et l'Ukraine. On a vu que quand il y a eu un ennemi commun, c'est-à-dire la Russie, et que la Russie a décidé d'empiéter dans les territoires occidentaux qui est l'Ukraine, eh bien là, tous les pays occidentaux on fait front commun. Un par un, on fait front commun pour cibler l'ennemi numéro 1 qui est la Russie. Et là, ils ont fait appel à toutes les commissions internationales. Il y a même eu, les sanctions économiques. Les sanctions économiques avec SWIFT, avec tous les oligarques russes qui, eux, ont été sanctionnés, tous les oligarques qui étaient soit à Monaco, soit à Paris. Jusqu'au football. Jusqu'au football, exactement. Abramovich avec Chelsea. Exactement. Et bien là, on voit que c'est vraiment pour défendre leurs propres intérêts. Donc ils savent se mobiliser lorsque le sujet les touche. C'est une nation à part entière. L'Occident, c'est une nation à part entière. Tout comme la nation islamique est une nation à part entière, mais qui, elle, n'a personne pour défendre ses intérêts. Alors, depuis le début, on évoque l'Occident, forcément comme origine du problème. On a vu que lorsque le sujet touche à ses intérêts, elle était capable de se mobiliser. Et par exemple, on a entendu que dernièrement, 50 milliards, encore 50 milliards allaient être versés à l'Ukraine pour pouvoir faire face à la Russie, alors que pour le génocide palestinien, on demande des mesurettes, on demande à l'entité sioniste
de faire preuve d'un peu plus de retenue, de choses comme ça. C'est un peu l'enfant vagabond de l'Occident. Donc cet enfant vagabond, Voilà. il désobéit au papa et à la maman, et il reçoit quelques petites claques, mais pas très méchantes. Et donc, Voilà, rien de très méchant. elle sera là, les parents seront là pour protéger cet enfant vagabond, bien qu'il vienne souiller l'ensemble des valeurs ou l'ensemble de la sacralité du sang d'un humain. Ouais. Donc on voit très bien cette disproportion dans le traitement des deux conflits. Petite Maintenant, précision, si tu me permets, oui, mon cher frère. bien sûr. Quand on parle d'Occident ici, on parle souvent des cercles politiques, médiatiques, intellectuels, donc ceux qui, de fait, réalisent la politique, et non pas des populations avec qui, justement, que nous estimons qu'ils sont sous l'emprise. Et beaucoup d'empans de la population, surtout sur base des derniers incidents, a montré son mécontentement. Les manifestations dans les rues étaient légion. Au sein même des États-Unis, on l'évoquait avant l'émission, je crois que tu as quelques chiffres. Il y avait une étude de l'université de Harvard qui était faite sur plutôt la jeune population, donc la jeunesse. Et on parle de 67% de jeunes qui s'expriment contre l'État sioniste, l'entité sioniste, et que même 51% de la population exprimer son mécontentement vis-à-vis de la politique américaine en Israël, quoi. Oui, les gens ont bien compris la duperie, ont bien compris qu'il fallait que ça cesse. Hein. On rappelle encore une fois que si on se base sur les chiffres présentés, en espérant que cela soit proche de la réalité, parce qu'on connaît la tendance de l'État sioniste à trafiquer les réalités. Mais on est sur une proportion de 1 ouais. à 30, voire de 1 à 50. D'accord ? Bon. C'est révélateur du malaise qu'il y a dans les nations occidentales aussi. Le manque de confiance qu'ont les peuples vis-à-vis de leurs dirigeants, de leur classe dirigeante. L'écart qui les sépare devient de plus en plus... Le manque de cohésion sociale devient de plus en plus apparent. Et lorsqu'on y ajoute ce genre d'hypocrisie, de couardise politique, cela ne vient que s'ajouter à l'amas d'arriérés, de distanciation qu'il y a entre la population et ses classes dirigeantes. Oui, tu as bien fait de faire remarquer qu'il y avait un fort décalage entre la population et les classes dirigeantes. Cela étant évoqué, moi je voulais aborder donc maintenant un nouvel aspect, à savoir qu'en est-il des dirigeants du monde musulman. Donc on parle d'Occident, mais il faut être capable de faire son autocritique. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'attitude des dirigeants du monde musulman? Avant de parler des dirigeants du monde musulman, de manière générale, il faut d'abord parler des dirigeants des États environnants, de Gaza, de Palestine et de Masjid al-Aqsa. On voit que, comme Mohamed Yassine l'a bien mentionné, cette problématique-là, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies que la Oumma est confrontée à cette problématique et que nos frères et sœurs palestiniens sont confrontés à cette problématique. Eh bien, on voit que les dirigeants environnants sont dans une inaction, sont dans une indifférence totale vis-à-vis de ce qui se passe. À un point d'organiser des événements sportifs. À un point d'organiser des événements sportifs. L'Arabie Saoudite, exact. En Arabie Saoudite, ils ont fait des compétitions amicales internationales en faisant venir des équipes américaines pour confronter différentes équipes saoudiennes, alors qu'à quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de là, il y a l'entité sioniste qui est en train de s'amuser dans son petit terrain de jeu. Quelques concerts, je crois aussi. Des concerts également. Des activités divertissantes. Voilà. Pour amadouer la population, pour leur faire oublier ce qui se passe. Mais c'est même plus une observation, c'est-à-dire c'est même plus être spectateur et dans l'inaction, c'est d'être dans l'action inverse. La Turquie, avec ses accords économiques, et donc pendant que les bombardements avaient lieu sur les hôpitaux, les mosquées, même les églises et ainsi de suite, eh bien, des bateaux de ravitaillement étaient envoyés à partir de la Turquie vers l'entité sioniste, y compris alimentaires, y compris donc des pièces d'armes et ainsi de suite. Et donc, ce n'est même plus de l'inaction, c'est même au-delà. C'est une complicité, une trahison totale. Et c'est quand on voit cela, moi je pense directement à un hadith prophétique qui dit « Innama akhafu ala ummati a'immatil mudillin » Ce dont je crains le plus pour ma communauté, pour ma umma, c'est les dirigeants égareurs. Ce qui est étonnant, c'est que certains musulmans puissent croire
que ces relations commerciales sont obligées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y mettre fin. On va apporter un prétexte d'une responsabilité économique d'un pays, etc. Zakaria a bien mentionné l'Ukraine concernant la question ukrainienne. Oui, là on a été Plusieurs capable nations, de rompre. au risque du portefeuille du consommateur lambda. Oui, on l'a vu avec le prix de l'énergie en Europe. Quand il y a des valeurs, des principes, nominalement, on dit, voilà, sur base de principes, l'argent, le commerce, les principes ne peuvent pas être évalués sur base d'un certain nombre de principes fondateurs. Qu'en est-il pour nous, pour les musulmans? Donc cet argument comme quoi Erdogan serait obligé d'avoir des relations économiques avec Israël pour la santé financière de son pays, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, de plus que, c'est-à-dire que dans le discours, dans l'opinion publique, on a une invitation au boycott, par exemple, auprès de la population, des citoyens lambda, et de l'autre côté, que ceux qui invitent au boycott, par exemple son fils Bilal Erdogan est invité au boycott dans des meetings, et donc on voit que l'État turc aussi s'est chargé d'organiser un meeting, une manifestation, alors que la tâche des gouverneurs, ce n'est pas organiser des manifestations comme le feraient des organisations humanitaires ou des groupes ou des jamaas et ainsi de suite. Et de l'autre côté, son autre fils ayant des proximités avec les entreprises qui avaient des accords commerciaux avec la... Mais ce n'est pas que la Turquie ici. La Jordanie. Permets-moi de te couper. La Turquie aujourd'hui, dans le rang des pays qui ont une relation avec Israël au point de vue économique, comment on la situe ? Je pense que c'est un des pays, si on parle à échelle des pays musulmans, comme on les nomme, c'est le numéro 1. C'est-à-dire la relation économique de la Turquie par rapport aux autres pays avoisinants est plus grande et plus grandiose. On parlait tout à l'heure d'hypocrisie, mais là on a surpassé l'hypocrisie occidentale. Bien sûr. Zakaria, tu peux nous parler peut-être un peu de l'Égypte ? L'Égypte, qui est dans une autre situation que la Turquie, mais la même indifférence, la même hypocrisie et la même traîtrise et la même servilité. On voit que pendant que le peuple égyptien sortait dans la rue pour manifester son mécontentement et pour pousser à l'action les dirigeants égyptiens et l'armée égyptienne pour aller sauver nos frères et sœurs à Gaza, eh bien il se trouve que Sisi, lui-même, par peur que ces manifestations viennent et s'enchaînent avec des manifestations antigouvernementales ou des manifestations qui viendraient poser des problématiques nationales telles que l'économie, telles que l'éducation, la nourriture, etc. Eh ben, on voit qu'après un petit moment, alors que le gouvernement égyptien laissait les manifestants sortir dans la rue pour clamer leur union vis-à-vis de leurs frères et sœurs palestiniens, eh bien Sisi a décidé d'interdire toute manifestation de peur que son trône tremble et du fait qu'il perde sa crédibilité. Et là, il a directement interdit les différentes manifestations liées à la Palestine et à Gaza par peur pour son propre intérêt, ses propres intérêts et par peur de perdre le poste qu'il a lui-même été chercher. Encore une fois, à l'heure où on parle, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de musulmans, de Palestiniens à la frontière avec l'Égypte, à Rafah, et les portes sont fermées. C'est-à-dire que quand bien même il y a génocide, quand bien même le sang coule à flot, pas de rahma, pas de miséricorde, pas d'ouverture. Donc comment on peut comprendre ça en fait ? En fait, on a parlé tantôt de la fondation, des prémices de la fondation de l'entité sioniste. Vous savez, la volonté politique qui a fondé, créé cette entité sioniste, elle est la même qui a fondé les États-nations qui se trouvent dans le monde musulman aujourd'hui. Donc quand le califat a été démantelé, on a fondé sur les ruines de ce califat-là des territoires, des États-nations post-westphaliens. Et ces États-nations-là, exemple, on a parlé de l'Égypte, la Turquie, et ainsi de suite, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, par exemple. La Jordanie, elle a été fondée en 1946, 2 ans avant la fondation de l'entité sioniste.
Et donc elle a été fondée par qui? Par les Anglais. D'ailleurs, la guerre de 48, la fameuse guerre de 48. C'est un véritable puzzle qui est en train de se mettre en place. Exactement. C'est-à-dire qu'en 1948, à la tête des armées de la Légion arabe se trouvait Glob Pasha. En ajoutant Pacha, ça donne un peu plus un air un peu oriental, mais John Bagot Glob. Et il était à la tête de la Légion. C'était le vrai gouverneur en réalité, même au-dessus du roi dans la hiérarchie de commandement, en vérité, de fait. Et lorsqu'ils sont dans la soi-disant guerre où les dés étaient déjà truqués, la guerre arabo-israélienne, eh bien, lorsque John Glob Pacha rentre en terre palestinienne, en réalité, il dit, c'est dans des mémoires, dans des interviews post-fonction, le fait qu'il a reçu l'ordre de Londres de ne pas entrer dans les zones occupées par les sionistes. Et donc, on voit que les dés étaient déjà truqués, que la volonté politique qui a créé l'entité sioniste est la même volonté politique qui a créé les États-nations sur les ruines du califat islamique. Et donc, comment voulez-vous que ces entités aillent dans l'opposition réelle de cette entité? Parce que la volonté qui est mère de leur existence est la même. C'est pourquoi on dit quoi? On dit que la première ligne de défense d'Israël, entre guillemets, sont les pays arabes, les dirigeants du monde musulman, ces États-nations-là. Et que plus que le dôme de fer, c'est ces entités-là qui servent de protection à cette entité sioniste. Parce qu'on a vu que c'était un État carton. La noble résistance du peuple de Gaza, a montré qu'ils étaient incapables sur le terrain d'avancer. Et donc c'est un État carton qui repose, qui est en état de végétation médicale. C'est-à-dire que s'il ne reçoit pas le sérum, donc l'aide extérieure, exogène, qu'il ne reçoit pas l'aide annuelle des États-Unis, de l'Europe, eh bien en fait elle ne peut pas se suffire à elle-même, ni de manière agricole, ni de manière... Contrairement à la légende qu'on essaie de construire autour de sa force. Le tigre de carton s'est déchiré. Une des choses qu'a dévoilé la résistance de Gaza, c'est également celle-ci. Et donc, ces frontières qui sont tracées en même temps sur les cartes et dans nos esprits empêchent que des personnes qui pleurent, qui crient, des petites fillettes, des petits garçons, des mères qui sont humiliés, nos frères et nos sœurs qui sont humiliés, alors que nous ne trouvons plus sommeil, que nous sommes perturbés par ce qui se passe parce que nous n'avons aucune capacité d'agir, si ce n'est de parler, d'essayer de conscientiser, de faire un travail pour essayer d'apporter la vraie solution. Et pourtant, les peuples ont manifesté dans toutes les rues du monde musulman pour demander l'intervention des chefs d'État. Les dirigeants sont dans une vallée et les peuples musulmans sont dans une autre vallée. Et donc, ils empêchent même la population. La Jordanie a empêché des musulmans de Jordanie de franchir la frontière. Oui, alors qu'elle a laissé l'aviation américaine, après le 7 octobre, d'utiliser l'espace aérien jordanien pour aller apporter un soutien à cette entité sioniste. Donc voilà, pour quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui a un regard sur l'histoire, il n'y a aucun étonnement à voir que les pharaons des temps modernes n'agissent pas pour la population musulmane, mais qu'ils ne font que obéir à leur maître. Aux spectateurs, je les invite tout simplement à regarder aussi, par exemple, l'accord entre Faisal et Weizmann, en 3 janvier 1919, où Weizmann, le chairman de l'organisation mondiale sioniste, et Faisal, le fils de Sherif Hussein, qui avait trahi qui a été placé comme roi d'abord en Syrie, puis roi d'Irak. Donc c'est des pions, Faisal, roi de Syrie, puis d'Irak, que les Anglais ont positionné là-bas. Et donc un accord entre des sionistes. Pourquoi? Entre des sionistes et des suppôts, des agents, des marionnettes de l'Angleterre sur la fondation d'un foyer juif et donc sa protection lorsqu'elle sera fondée dans les territoires des musulmans. Et donc là, on voit que si les gens recherchent un peu cet empan historique-là, ils verront que ces dirigeants-là sont issus, je me répète, mais je pense que c'est essentiel, issus de la même volonté, leur positionnement sur leur trône est issu de la même volonté politique qui a créé l'entité sioniste. Donc il ne pourra pas y avoir d'antinomie entre eux. À l'écoute de vos réponses, de votre constat, je ne peux m'empêcher de voir en fait une lutte civilisationnelle.
C'est vraiment une lutte civilisationnelle qu'on constate. On peut parler de lutte civilisationnelle. Clairement, à l'image de l'Occident qui cherche à maintenir ses intérêts dans les différentes régions, étant donné que l'hégémonie occidentale elle est présente partout. Aujourd'hui, certains parlent de la Chine. La Chine n'a aucun objectif d'expansion internationale. La Chine cherche uniquement à ses intérêts économiques. Ses intérêts économiques, mais ses intérêts régionaux. Oui. On n'a jamais entendu la Chine parler de ses intérêts en Irak, en Afghanistan ou dans n'importe quel pays. À part quelques occidental. accords commerciaux, elle n'a pas de volonté d'expansion. Voilà. Mis à part ça, si ce n'est Taïwan qu'elle veut récupérer, mis à part ça, la Chine n'a aucun objectif d'expansion. Alors que l'Occident, les États-Unis, à son image, lui, cherche à maintenir son hégémonie. Dès qu'elle voit que ses intérêts peuvent être bafoués, elle cherche à maintenir son hégémonie partout là où elle l'entend. Parfois, elle n'y va pas directement. Parfois, elle envoie ses pions. Tu as utilisé le terme pion. Parfois, elle envoie ses pions. Erdogan, elle envoie ses pions. MBS. Comme les différents accords qu'il y a eu récemment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça, c'est pas anodin. Au vu de la situation de la région, eh bien, ça nous montre que les États-Unis, de par les pions qu'elle a entre les mains, elle cherche à maintenir son hégémonie sur cette région-là. Mais en sachant que son ennemi, qui était visible pendant plusieurs décennies, qui est l'État communiste, cet État communiste qui n'est plus, eh ben aujourd'hui, les États-Unis peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils le veulent. Justement là, le seul challenge qui peut venir à l'hégémonie, à la Pax Americana, c'est le challenge qui peut venir du monde musulman. La fondation, c'est ce que Brzezinski mentionnait, c'est ce que Kissinger, dans un papier, avait mentionné. C'est la dernière menace qui se dresse sur leur chemin. Exactement. Ou alors lorsque dans le clash des civilisations, donc Huntington parlait des potentiels scénarios, il parlait du potentiel challenge pouvant venir du monde musulman à l'hégémonie américaine. Et donc les musulmans, de par leur démographie, de par leur positionnement géostratégique, en parlant de démographie, je parle de la population jeune qui anime, et pour chaque civilisation, la jeunesse est primordiale. Que ce soit les ressources naturelles, que ce soit la disposition d'un élément qui les unit, à savoir l'islam, qui est leur mode de vie, leur mabda, leur idéologie, qu'ils ont un passé commun et un futur, un horizon commun, fait en sorte que le challenge historique ne peut venir que du monde musulman. Et donc en sciences politiques, on utilise le terme, en philosophie politique, le terme de centre et de périphérie. Justement, les musulmans qui ont inventé le zéro en mathématiques et donc étaient à leur apogée militairement, économiquement, étaient au centre en fait de la scène internationale. Aujourd'hui, ils sont au niveau zéro de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils sont le dernier wagon du train de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été déplacés du centre après leur décadence, du centre vers la périphérie. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui appartenons à une Oumma qui est en périphérie, mais qui a tous les éléments vitaux d'être de nouveau au centre. Et donc, cette question-là, ça fait peur. Et c'est pourquoi, donc, Herzog, donc le président de l'entité sioniste d'Israël, a mentionné quoi ? A dit que ce que nous faisons ici, c'est de protéger l'Occident, la civilisation occidentale, il a dit, sur MSNBC. Dans son reportage, dans sa déclaration sur MSNBC. Quelle période approximativement ? C'est post 7 octobre, donc on était plus ou moins au mois de novembre, encore une fois. Fin octobre ou début novembre. Et sur MSNBC, il mentionne... Donc lui-même a officiellement rappelé la fonction de l'État. On protège la civilisation occidentale. Donc ça revient à ce que Kennedy disait sur le rempart, la fonction de rempart. Où les deux propos se lient. Exactement. Et lui met la pression sur l'Occident pour dire ne changez pas votre fusil d'épaule et continuez votre soutien parce que nous sommes le rempart. Et donc on comprend de nouveau ce rôle qui est à jouer et nous comprenons que voilà, il a parlé de l'URSS, notre concitoyen Willy Klaas. Oui. Willy Klaas, donc qui avait dit après le démantèlement de l'URSS, en substance que les musulmans, l'islam était la nouvelle cible de l'OTAN et donc de la Pax Americana en fait. Très bien. Alors pour avancer dans cette émission,
On a parlé des origines, on a dressé un constat, aussi bien en Occident, aussi bien dans la nation islamique. Maintenant, je voudrais évoquer les solutions à cette situation. Et pour être plus précis, aujourd'hui, nous est présenté par un certain nombre de médias comme solution, la solution à 2 États. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette proposition ? On cherche à apporter la solution à 2 États pour l'entité sioniste. Et l'entité sioniste, elle ne veut pas de cette solution à 2 États. La solution à 2 États, elle est apportée par les États-Unis, qui, elle, veut que les 2 parties, c'est-à-dire les Palestiniens et les Israéliens, entre guillemets, puissent chacun jouir de certains territoires. Alors, excuse-moi, j'ai l'impression que entre les propos qu'on a abordés précédemment et ce que tu dis maintenant, ça s'oppose. Parce qu'on dit donc que Israël est un outil dans les mains de l'Occident et des États-Unis, donc, et en même temps, on présente la solution de 2 États, à 2 États, comme une solution américaine. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition ? Maintenant, il faut prendre en considération une chose, c'est que cette solution-là qui est apportée depuis maintenant plusieurs décennies, avec les accords d'Abraham, etc., on voit qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu, mais les visages à la tête de cet État-là, ils changent, ils varient. Netanyahou, par exemple, lui, il est totalement contre une solution à 2 États. Eux, leur objectif, c'est d'éjecter la population de Gaza, peu importe les moyens, peu importe la méthode qui doit être utilisée. Leur objectif, c'est de retirer la population de Gaza et que eux aient l'autorité sur Gaza pour pouvoir protéger leurs intérêts directement. S'il avait pu, pardonne-moi, il aurait poussé toute la population de Gaza vers l'Égypte. Il y a même un haut placé sioniste qui lui disait que s'il faut, à l'image de Dresden en Allemagne ou à l'image d'Hiroshima, s'il faut lancer une bombe nucléaire, on le fera. Donc ça nous montre que l'inhumanité, on voit que tous les moyens sont bons pour pouvoir atteindre leur objectif. Alors encore une fois, comment lier le soutien américain à Israël et la proposition de 2 États ? En fait, quand on parle de solutions, sur les scènes internationales et les problèmes qu'il y a sur la scène internationale, en fait, c'est le propre des grands États. Un État indépendant qui se positionne, surtout un État idéologique qui se positionne à la première place. Une de ses qualités, c'est de pouvoir avoir la capacité de proposer des solutions, entre guillemets. Je mets des guillemets à solution, pourquoi ? Donc on reconnaît un grand État à sa capacité à influencer les autres grands États ou les autres États et d'être capable de proposer des solutions qui vont dans la pérennisation de ses intérêts. En fait, la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a fondé, donc elle a pavé la fondation de cette entité sioniste, sa proposition c'était un seul État, un peu modèle libanais, voyez-vous, et donc où arabes et juifs auront de facto, donc les sionistes prendraient les rênes, mais qu'il y aurait une cohabitation politique entre les arabes et les juifs sous un État laïque. Okay. Sauf que les États-Unis, d'ailleurs Kadhafi proposait Israfil, Israël, Philistine, une combinaison de ces 2 termes. Kadhafi connu pour ses proximités avec la Grande-Bretagne. Et donc, à cet égard-là, les États-Unis, lorsqu'ils sont sortis d'être les cow-boys du Texas et de devenir les cow-boys du monde, après surtout la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ont eu cette ascension politique et être à la première position mondiale, eh bien, ils ont proposé la solution à 2 États. Mais solution, c'est pas solution au problème tel qu'on l'a présenté. C'est de faire en sorte que ce tremplin, cette base avancée soit préservée. Pourquoi ? Parce qu'elle est entourée d'une pléthore de populations qui ne reconnaissent pas légitime cette entité. Je ne parle pas des personnes parce que les Juifs, leur moment, leur période d'or
de cohabitation avec un autre peuple était sous Sous la bannière de l'islam. sous la bannière de l'islam, sous le califat. Donc il y a de nombreuses références à ce niveau. Si vous lisez Philippe Mansell, Constantinople, la lettre au rabbin d'Europe, ou bien Zion Zohar, d'ailleurs historien sioniste juif, qui mentionne la venue des musulmans en passant le détroit de Gibraltar et que the Jews welcomed them as savior, que les juifs ont accueilli les conquérants musulmans comme des sauveurs. Tariq ibn Ziyad ou Qubay ibn Nafi wa ila akhir. Et donc, cette solution-là, c'est quoi? C'est de faire accepter aux populations musulmanes, arabes et ainsi de suite, la légitimité de cette entité colonisatrice, usurpatrice, qui est venue voler, s'accaparer les terres, nos terres, en réalité. Et quand elle propose cela, elle le propose comme une solution politique. Mais, de fait, vous savez, c'est pas une solution qui est pratique. C'est pas une solution pratique dans la réalité, parce que qu'est-ce qu'il leur reste des territoires aux mains des musulmans ou des Palestiniens? Rien du tout. Et de plus, pour nous, c'est une trahison. C'est quoi cette trahison-là? C'est le fait de donner 80% des territoires des musulmans à l'entité sioniste. Pourquoi, vous savez? Parce qu'on parle de solution à deux États sur les frontières de 1967. Les frontières de 1967, c'est quoi? Il ne reste plus que 20% aux mains des Palestiniens, aux mains des musulmans. Or, c'est la plus grande trahison qu'ils puissent avoir. Ok? Et il faut faire attention. Dans les jours à venir, justement, on commence à parler, les différents dirigeants parlent de solutions à deux États. Est-ce qu'il ne faudrait pas interpréter cette proposition? C'est un danger, quoi, hein, Oui. cette acceptation auprès de l'opinion publique musulmane de ces soi-disant solutions à deux États. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas interpréter cette proposition américaine, soutenue par les Américains, du moins, comme une volonté aussi de calmer l'opinion publique musulmane, de peur que ça éclate et que ça joue de nouveau contre ses intérêts? On le voit de toute manière par les différentes déclarations des dirigeants musulmans qui sont à la tête des différentes populations musulmanes actuellement. Eh bien, on voit que c'est cette solution-là qu'ils n'arrêtent pas d'apporter. Erdogan, Sisi, le roi de Jordanie, ils n'arrêtent pas de crier partout, à tout bout de champ, que et même c'est la solution à deux États qui va résoudre la problématique. La Ligue arabe et également n'arrête pas, à chaque réunion, ne cesse de conclure par la solution, c'est la solution à deux États, pour que les Palestiniens puissent vivre correctement et pour que les sionistes puissent, eux, vivre correctement. Mais il y a même des discussions aujourd'hui pour dire qui devrait avoir l'autorité sur Gaza. Les sionistes qui viennent et qui disent que nous, on va avoir l'autorité, bien sûr, pour protéger nos intérêts, étant donné qu'ils sont à la frontière directe. Et puis, il y en a d'autres qui viennent qui disent que les Gazaouis ne peuvent pas s'autosuffire. Il leur faut une entité qui sera là pour les protéger, mais également pour leur donner ce dont ils ont besoin. Et qu'en est-il de la législation islamique concernant cette question? Est-elle acceptable au sens de la législation islamique? La solution, la terre... L'accepter, en fait, accepter cette solution à deux États, quelle est son interprétation au point de vue de la législation islamique? En réalité, la perspective de l'islam concernant la question palestinienne, ou c'est la question occidentale, le problème occidental, le problème sioniste en fait. Ce n'est pas un problème palestinien, le problème de la Palestine, c'est eux qui sont source du problème. La perspective islamique concernant la situation, c'est que la terre bénie de Palestine, Al-Quds, Jérusalem, c'est un des éléments qui fait partie des tenants crédentiels du credo islamique. Ok? Allah exalté soit-il dit dans Sourate Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriya min ayati wa ila akhir al-aya. Nous avons fait voyager, donc le voyage, la notion de... On est d'ailleurs au mois de Rajab, hein, donc le voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj et l'ascension prophétique, a eu lieu à Jérusalem, Al-Quds. Et Allah a dit Alladhi barakna hawlahu, dont nous avons béni l'alentour. Nous avons fait voyager notre serviteur Muhammad, donc, alayhi afdal salatu wassalam, de Masjid al-Haram vers Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Et donc, on parle des territoires qui font partie
intégrante de notre aqida. Donc c'est une question aqida, oui. C'est une question doctrinale, de credo. Donc il est inenvisageable, au point de vue islamique, une telle solution. Exact. De plus, c'est un territoire qui appartient à la Oumma islamique. Et le fait qu'il y ait un vol, le vol ne change pas le rasp, ne change pas le statut du propriétaire. L'usurpation ne change pas le propriétaire. C'est-à-dire l'usurpation n'est pas un moyen qui vous permet d'être réel propriétaire. Et donc cette usurpation-là ne change pas le réel propriétaire qui est la Oumma islamique, qui de nouveau libérera cette terre, Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, les musulmans, à l'image de ce qu'il vient de dire, malgré qu'ils sont cloisonnés par des frontières qui ont été mis là par les différents accords de Sykes-Picot, par Churchill, etc., eh bien on voit que les musulmans, parce qu'ils ont connaissance et ils ont pris connaissance du fait que la terre palestinienne est une terre islamique, eh bien ils ont également connaissance que cette problématique-là, ce n'est pas une problématique des Palestiniens, ce n'est pas la problématique des Palestiniens, ce n'est pas la problématique des Arabes, mais c'est une problématique islamique, c'est une cause islamique. Exact. Et tous les musulmans se doivent de se mobiliser et de sensibiliser vers cette cause islamique et d'apporter la solution islamique pour résoudre ce problème-là. Et de ne pas essayer d'apporter des solutions vers ceux qui ont mis en place ce problème, vers ceux qui ont fait naître ce problème, comme il a été mentionné au départ. La source du problème, exactement. Exact. Donc ce point-là est essentiel, car aujourd'hui, un des stratagèmes politiques qui est envisagé, c'est de détourner cette question d'être une question islamique, justement, auprès des musulmans. C'est de la rendre spécifique aux Arabes, après aux Palestiniens, après seulement aux Gazaouis, ou comme étant une question qui appartient au ressort des Nations Unies. Et comme il vient d'être dit, encore une fois, les Nations Unies étant à l'origine de ce faux partage, de cette usurpation, comment attendre de l'être de celui qui est auteur de cette situation ? Bien sûr. Et donc ça, c'est bien de le ressouligner à plusieurs reprises, qu'on ne peut attendre quelque chose, en fait, qu'on ne peut attendre justice de par ces organes qui ne deviennent, comme disait Brzezinski, que des outils devant une hégémonie, pour une hégémonie donc. Je voulais également aborder un élément, la question de la normalisation. Donc je suppose qu'il en est de même de la normalisation. On a plusieurs pays qui ont fait, avant les événements d'octobre, plusieurs pas vers l'État israélien pour normaliser leurs relations. Il est encore plus surprenant de voir que ce projet-là est toujours d'actualité pour certains parmi eux, malgré tout pour ce certains, qui se passe. ça n'a jamais cessé, quoi. C'est ça. Donc, que dire de cette normalisation ? Cette normalisation, beaucoup de savants se sont exprimés à cet égard. On ne va pas les nommer, mais beaucoup de savants, pour celui qui recherche, qui suit cette question-là, ont nommé cela comme étant une khiyana, comme étant une trahison. Parce qu'avec un État, une entité usurpatrice, pas de relation, pas de paix. Ils sont dans un état de fait, dans un état de guerre de génocide, de massacre contre une population sans armes et sans défense. Si ce n'est, oui, la résistance qui, avec ses moyens, essaye de protéger les siens comme il le peut. Mais cette normalisation, d'un point de vue shara'i, est totalement interdite parce qu'elle revient à ce qu'on a mentionné. Elle revient à reconnaître une légitimisation du bourreau, du perpétrateur et de celui qui occupe les terres sacrées des musulmans. On vend le sang de nos frères et de nos sœurs contre des intérêts type reconnaissance d'un territoire faisant partie donc de ces frontières. Et c'est même pas dans leur intérêt. C'est-à-dire quel est l'intérêt pour les musulmans ? Est-ce que ce serait l'union des musulmans sous un seul toit qui mettrait en commun l'ensemble des ressources, de l'énergie vitale des musulmans, ou accepter des frontières qu'on n'est même pas à l'initiative. Donc c'est des frontières qui se sont imposées à nous, parfois des drapeaux qui se sont imposés à nous, parfois des hymnes nationaux qui se sont imposés à nous, parfois des familles royales ou dirigeantes qui se sont imposées à nous, concernant lesquelles nous n'avons eu aucun mot. Et pourquoi sacraliser cet État-nation qui sont déjà shar'an haram, et de deux, qui sont politiquement un suicide. Justement, ne voyons-nous pas que ces États-nations sont des prisons, même pas dorées, j'allais dire dorées, mais des prisons
à laquelle on a placé des gardiens qui ont la même couleur et parfois ont la même langue que nous, mais qui ne font que pérenniser cette situation d'asservissement. Et donc, cette normalisation, soi-disant normalisation, parce que de fait, elle est déjà là. Mais cette normalisation, c'est pour la faire accepter aux populations, parce que les classes dirigeantes, elles le sont déjà. Elles ont déjà l'ensemble des accords de tout type qui sont de fait opérés. Mais la volonté de la normalisation, c'est de faire accepter aux populations musulmanes la légitimisation de cette entité usurpatrice. Barakallahu fik. On arrive à la fin de cette émission. Pourriez-vous proposer une solution viable, légiférée à la nation islamique? Quel message vous pourriez lancer donc à notre nation? De par le fait qu'on dit qu'il y a une lutte civilisationnelle, c'est que cette lutte civilisationnelle, elle est née de quelque part. On ne parle pas de lutte civilisationnelle sur base d'un livre ou sur base d'une histoire ou d'un conte. Cette lutte civilisationnelle, elle a existé. Cette lutte civilisationnelle, Allah il nous la narre dans le Coran, dans Surat Ar-Rum notamment, quand Allah nous dit que, et même le prophète alayhi salatu wassalam, et les sahaba, on le voit dans les différentes narrations, que eux également ont eu cette lutte civilisationnelle, cette lutte de la civilisation islamique face à la lutte de la civilisation, qu'elle soit perse, qu'elle soit romaine ou qu'elle soit arabe avec la jahiliya, la période pré-islamique, etc. Donc la lutte civilisationnelle, c'est quelque chose, c'est sunnatullah, ça ce sont des réalités humaines. Donc à partir du moment où il y a une civilisation qui veut apporter son hégémonie quelque part, eh bien obligatoirement, elle va chercher comment est-ce qu'elle va pouvoir outrepasser l'hégémonie de quelqu'un d'autre. Ben, aujourd'hui, il y a l'hégémonie de la civilisation islamique, elle est nulle part. Mais justement, les Occidentaux, ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Pas encore. Qui n'existe pas encore. Qui a existé, qu'ils ont œuvré pour la faire disparaître, mais c'est cette résurgence-là à laquelle ils ont peur. C'est en train de les terroriser. Et c'est pour ça qu'ils ont peur que les musulmans reviennent à leur islam, que les musulmans reviennent à l'islam global et authentique, parce qu'ils savent très bien que le jour où les musulmans reviendront à l'islam global et authentique, eh bien, ils reviendront en tant que civilisation, ils reviendront en tant qu'État, mais ils reviendront également en tant que civilisation qui viendra contrer leur civilisation, qui elle est dans le batil. Barakallahu fik akhi. Mohamed Yassine, peut-être encore une intervention? En parlant justement de la question du problème et de la solution, la solution à tout problème doit être de même nature. C'est-à-dire que si le problème est d'une telle nature, il faut que la solution soit de la même nature. C'est-à-dire que si le problème implique la question de la volonté politique, implique en fait, le fait de faire cesser une occupation, il faut que la solution implique les éléments qui y sont inhérents. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà. Lorsqu'il y a une occupation militaire qui est le fruit d'une volonté politique étatique, il faut renverser cette occupation par une volonté politique et une intervention, une force de même nature. Et ça, il n'y a aucun mal à le penser et à le dire. Lorsque la Russie a envahi le territoire ukrainien, tout de suite, on a mis en place renforcé une armée, fourni des armes, etc. Donc, on demande une simple justice et un droit aux musulmans à répondre à une oppression militaire par une oppression. Lorsque la Belgique et la France ont été occupées par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Très bon exemple. Eh bien, la résistance et de plus l'intervention d'une autre armée capable, donc les États-Unis qui sont venus, qui sont intervenus pour renverser l'occupation. Ou bien lorsque les îles Malouines, Falkland Islands, aux rives de l'Argentine, qui étaient possession de la couronne britannique, lorsque les Argentins ont voulu reprendre ça, for the Queen, pour la reine, les Anglais se sont mobilisés avec toute la fanfare qui va avec pour renverser, selon leur perspective, l'occupation. Et donc, ce que nous disons, c'est quoi? Lorsqu'il y a un génocide qui touche femmes, enfants, vieillards, hommes, que le sang coule à flot, qu'aucun honneur n'est respecté, que des hôpitaux sont bombardés, que des femmes avec leur enfant qui marche sont snipées. Face à cela, face à cette inhumanité, face à cette barbarie, il n'y a que
l'intervention d'une armée organisée. Ce n'est pas à des individus de le faire, ce n'est pas à tel ou tel groupe de le faire. Non, ce n'est pas la fonction d'un groupe, d'un individu qui devrait passer les frontières. Non, on a déjà, le monde musulman dispose d'armées. L'Égypte, la Turquie, la Jordanie, n'ont-elles pas des armées organisées, légitimes? Comme dit John Locke, la notion de violence légitime est aux mains de l'État civil, comme dans sa théorisation. Et donc, voilà. Et c'est la seule réaction qui pourrait mettre fin Bien donc sûr. Une occupation à ce ne peut être génocide renversée et qu'avec qui une fera armée. peur Voilà. à l'État sioniste. Au-delà de la peur, ils ont déjà peur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'armée la mettra plus un frein. courageuse. Hein, c'est en toute objectivité, disons. Oui. Mais ici, voilà, c'est la mobilisation des armées du monde musulman qui pourra cesser cette occupation, cette inhumanité. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas cette volonté politique. Et donc, si on devrait s'adresser à la Oumma, eh bien, qu'est-ce qu'on dirait? Ô Oumma de l'islam, ô noble Oumma, ô Oumma de la gloire et de la izza, ô Oumma qui jadis apportait la justice dans l'humanité, qui était وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ô Oumma qu'Allah a désigné comme étant une Oumma droite, témoin de l'humanité, témoin phare de l'humanité, qui apporte la justice internationale, sociale, économique, au niveau du sens. Et donc, ô Oumma, saisis ton rôle historique dans cette croisée des chemins et crie, parle. Fais le meilleur des djihad qui est la parole véridique. Afdalul jihad kalimatu haqq inda sultan ja'ir. Le meilleur des djihad, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la parole véridique face à un dirigeant injuste. Et donc, rappelez à vos dirigeants leurs responsabilités. Rappelez aux acteurs politiques leurs responsabilités. Faites pression, car 4 mois, qu'est-ce que ça veut dire cela? 4 mois pour le dernier incident, depuis 1917, depuis 1948, ça ne cesse pas d'exister. Et il faut que la solution ne soit pas une solution que pour la Palestine. Qu'en est-il des Rohingyas? Qu'en est-il des musulmans d'Afrique centrale? Qu'en est-il pour l'ensemble des territoires du Turkestan oriental sous la mainmise chinoise? Eh bien, il faut une solution qui va justement protéger les musulmans, et pas que les musulmans, l'humanité tout entière, comme il fut le cas dans l'histoire. Et là, le prophète dit « Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih » L'imam, le calife, est un bouclier derrière lequel on se protège et derrière lequel les musulmans donc réalisent leur action politique et militaire. Et c'était le cas lorsqu'il y avait le califat. Même lorsque le califat ottoman était l'homme malade de l'Europe. Lorsqu'ils sont venus auprès de Abdulhamid II, notamment Théodore Herzl lui-même, de demander certaines parcelles de territoire de Palestine auprès du calife Abdulhamid II. Abdulhamid II lui a répondu par la négative en lui disant « Ce territoire ne m'appartient pas, il appartient à ma Ummah. » Et le sang des martyrs l'a arrosé. Et que si un jour le califat venait d'être démantelé, vous aurez la Palestine gratuitement de toute manière. Parce que Théodore Herzl était venu avec une proposition d'effacer l'ensemble des dettes extérieures, des dettes publiques et des dettes extérieures du califat ottoman. Ce à quoi il a dit, uniquement si le califat sera détruit, vous l'aurez, et il faudra piétiner mon corps pour cela, déchiqueter mon corps pour cela, ce dont je n'autoriserai pas tant que je serai vivant. Et donc voilà, quand même le bouclier était égratigné lorsque nous avions un bouclier, l'honneur, la gloire des musulmans et leur terre, leur sang était préservé. Et voici la solution, la volonté politique qui peut faire mobiliser les armées et cesser cette occupation ne sera qu'une volonté politique indépendante. Le seul challenge qui peut venir, comme le disait Brzezinski à cet égard. Voilà, barakallahu fikoum. Je termine avec un hadith prophétique si vous me permettez. S'il te plaît. Parce que nous sommes une umma, nous lisons le mot espoir, même dans le mot désespoir. Et le prophète alayhi afdalus salatu wassalam nous a dit que cette question-là sera résolue bi'idhnillahi ta'ala avec le fait que le califat sera établi fi Bayt al-Maqdis. Barakallahu fik pour ce mot de la fin. Je vous remercie pour votre intervention et pour votre écoute. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam.